On est bon sur l'audio. Allô, allô. 1, 2, 1, 2. C'est bon, on fait 1, 2, 1, 2. C'est bon, on est bon. On est bon, nickel. Ok, c'est parti. On se lance. Allez. Léa, feu. Feu. Ça va le faire, ça va être trop bien. Hello Léa. Tu peux me dire bonjour Rémi. On recommence. Allez, on recommence. Promis, ça va Bah, bugger. c'est bon. Allez. Hello Léa. Bonjour Rémi. Content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bah, merci à toi. Léa, est-ce que je te représente rapidement le contexte du podcast ou est-ce que tu es ok sur le contexte et comment ça va se passer les différentes phases? Alors, je suis totalement en phase, mais si tu veux expliquer aux téléspectateurs... Je pense qu'ils l'ont en fait à chaque début de podcast. Allez, Généralement, je c'est bon. réexplique. Et donc, j'espère que l'épisode, peut-être que nous, ce sera l'épisode 24, 25. Ok. On sera avec des téléspectateurs qui auront écouté un peu les Les épisodes autres avant. podcasts. Donc, on peut se lancer effectivement sur la phase 1, qui est une phase sur ton métier actuel, ta situation Oui. actuelle. Et avant de se lancer dans la première question, je vais te poser tout simplement la question de savoir quel est ton prénom, ton nom, ton âge et ton lieu de résidence actuelle. Alors, donc Léa Sorel, j'ai 28 ans, bientôt 29. Et donc ma résidence actuelle, donc c'est Annecy l'été et à Val d'Isère, donc dans les montagnes, dans les Alpes, l'hiver, pendant donc à peu près 5-6 mois. Et donc ça, c'est mon rythme de vie depuis 3 ans à peu près. Voilà. D'accord. Ton intitulé de poste maintenant? Oui, donc j'ai fondé une conciergerie privée donc sur Val d'Isère pour le moment. Je vais me stabiliser sur Val d'Isère. Après, on verra les champs du possible. D'accord. La première question que je pose par rapport à ton poste et ton rôle actuel, c'est souvent de savoir quelles sont tes missions. Quel Oui. est un peu ton quotidien? Donc là, on est en début octobre. La station ouvre le 30 novembre. D'accord. Donc ça sera le premier week-end, 30 novembre, 1er décembre, d'ouverture de la station, jusqu'au 4 mai. La station ferme le 4 mai. Donc là, pour le moment, on est en phase de... donc moi, j'ai déjà fondé ma boîte et donc là, on est en phase vraiment... les personnes donc, réservent leur séjour au ski. Pour le moment, ça arrive assez vite, les réservations. C'est vrai que j'ai pas mal de réservations. Donc pour le moment, c'est vraiment planning, gestion du planning et des réservations donc, pour les appartements. Ça va durer quand même un petit peu tout le mois, mais ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en même temps, on va pouvoir aussi mettre en place tout ce qui va être avec une application qui s'appelle, je peux révéler les noms d'applications que j'ai. Vas-y, hein. Ça s'appelle Passe-Passe. C'est une application pour gérer les biens. Et donc là, on va mettre en place ces applications-là pour que quand les voyageurs vont arriver, eux, ils vont avoir donc comment rentrer dans les logements, s'ils ont besoin de services en plus, et moi aussi, comment gérer donc les ménages, les linges, les stocks, tout ça. Donc ça va être vraiment une mise en place avant le début de la saison. Comme ça, quand ça va commencer, ce sera bien mis en place. Très clair. J'ai deux questions par rapport à la conciergerie et par rapport à l'application. La conciergerie, Oui. d'ailleurs, les appartements que tu mets à disposition des voyageurs Oui. qui viennent à Val d'Isère, c'est des appartements qui t'appartiennent ou c'est des appartements qui appartiennent à d'autres et du coup que tu gères pour eux? Alors, du coup, moi, j'ai commencé donc là avec le mien pour vraiment prendre la main dessus, donc qui est à Val d'Isère. Et donc, après, c'est aussi de prendre ceux des autres. Donc là, il y a vraiment une part de confiance qui doit s'installer parce que, on dirait pas comme ça, mais quand c'est ton logement, je sais ce que ça fait. Enfin, quand les premières personnes vont arriver, je vais me dire, oh là-bas, faut pas qu'ils s'allument quoi que ce soit, tout ça. Donc, c'est vrai que les propriétaires, eux aussi, ils attendent quand même une certaine... voilà, enfin, que tu sois assez à même de gérer leur bien, qui est quand même une propriété à Val d'Isère qui vaut quand même un petit peu d'argent. Donc, c'est vraiment cette confiance-là qui est un petit peu plus compliquée à mettre en place au tout début. Mais voilà, petit à petit, je pense que ça va se faire et le bouche à oreille, ça va finir par fonctionner. Mais c'est vrai que pour le moment, je gère le mien. Aussi, mes parents, ils ont trois autres biens dans une autre station. Donc, je vais prendre la main un peu dessus. Et je pense que cette phase-là, elle est importante parce que tu peux aussi analyser un peu et puis faire fonctionner le tien et voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Et je pense que ce qui était aussi important, c'était le fait que j'habitais déjà à Val d'Isère. Je pense que si j'avais eu aucune connaissance de la station, c'était peut-être un peu compliqué. Il faut quand même connaître la clientèle qui va arriver, la station, les calendriers aussi. Alors, je pense que c'est un point un peu clé, c'est de bien connaître son environnement.
Et par rapport à l'application, c'est ma deuxième question. Ça, c'est une application qui est tierce, que tu utilises toi. Oui. C'est une application que tu développes pas. Non, il y en a pas mal maintenant sur le marché. Depuis qu'Airbnb est arrivé, donc il y a énormément de personnes qui ont commencé à mettre leurs biens. Au début, c'était vraiment à des particuliers. T'arrivais, il y avait toujours leur brosse à dents, leurs courses dans le frigo. Maintenant, en fait, c'est assez... c'est devenu un business, pas mal de particuliers. Ils se sont développés, donc bien sûr, il y a eu ces business-là qui se sont aussi développés pour donc gérer tous ces biens, parce que quand vous en avez plusieurs, gestion des plannings sur différentes plateformes, ça devient un peu compliqué. Donc non, je ne le développe pas pour le moment, parce qu'il y en a qui vont le faire mieux que moi, c'est certain. Donc, voilà. Très clair. Comment tu gères sur ton lancement d'activité? Je comprends qu'effectivement, pour l'instant, tu es en phase d'acclimatation par rapport à tes biens. D'ailleurs, c'est du bouche-à-oreille qui se lance. Tu as la chance d'être présente sur la station. Donc, je pense que tu as aussi une présence physique qui facilite la conversation avec les riverains ou les acteurs des appartements. Comment tu fais pour que le bouche-à-oreille il se fasse, qu'il se génère? Parce que tu as toute une partie commerciale, j'imagine, aujourd'hui. C'est la partie un peu commerciale, donc, qui pour moi, je dirais, me sort un petit peu de ma zone de confort. Mais c'est la partie la plus importante, je dirais aussi, du métier. Et il faut que je le fasse moi-même, il n'y a pas de question sur ça. Mais je connaissais déjà des personnes qui avaient des biens sur Val d'Isère. Donc, bien sûr, j'ai contacté toutes ces personnes-là. Donc, d'abord, c'est vraiment ton cercle proche. Et je pense que dans n'importe quelle situation, ça fonctionne. Dans n'importe quel business lancé, c'est vraiment d'aller voir son cercle. D'en parler aussi pas mal. Moi, donc, j'en parle avec des amis ou juste comme ça pour, par exemple, un dîner. Et ma copine va me dire... ma tante, elle a un appartement à Val d'Isère, je vais lui en parler. C'est vraiment au début, c'est du bouche à oreille et je vois que ça peut fonctionner. Après, c'est aussi d'y aller toi-même. Je vais contacter des personnes sur des plateformes qui ont ces appartements. Il y a des personnes qui vous répondent « Ah, c'est intéressant ». Donc, vraiment bien en amont, c'est sûr que j'ai fait mon site web, j'ai fait une petite plaquette récapitulative de mes services. Il y a cette partie-là en amont, mais quand on va prospecter, donc tu vas d'abord dans les personnes que tu connais, que tu as déjà rencontrées aussi, peut-être durant ces 2 saisons. Moi, je travaillais pour un restaurant qui est assez connu dans la station à Val d'Isère. Du coup, j'ai pu rencontrer aussi des personnes à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait marcher mon réseau, on va dire. Et ça, on te le dit souvent quand tu es plus jeune, le réseau. Et c'est vrai que c'est très, très important. J'avais une copine, Marguerite, qui disait à chaque fois que j'ai un projet en tête, j'en parle autour de moi tout le temps. Et puis il y a des gens qui vont lever la main à un moment donné en disant moi ça m'intéresse ou moi je connais quelqu'un. Exactement. Donc c'est ton réseau, le réseau de ton réseau que tu vas... Ouais, ça c'est très très important. Au début on se dit ah non, j'ose pas trop demander et tout, mais en fait il faut le faire, c'est une obligation. Et puis, il y a pas mal de personnes aussi qui peuvent te dire au contraire, il faut pas que tu donnes ton idée de business. Moi, à la conciergerie, c'est pas une vraie idée de business très innovante, on va dire, parce qu'il y en a déjà des millions. Mais je dirais que même si tu as une idée de business qui demain est innovante ou sur un marché peut-être qui n'existe pas encore, il faut quand même en parler. Moi, c'est mon avis en tout cas. Bien sûr. Les gens, ils vont pas forcément te voler ton idée, c'est pour ça que c'est une idée un peu reçu, peut-être pas le dire à n'importe qui non plus, mais il faut en parler autour de soi, en tout cas son cercle un peu proche. Non, et puis c'est l'exécution qui va compter plus que l'idée. Exactement. C'est pour ça que tu peux partir pour dire à tout le monde, tout le monde ne quittera pas son travail, ne quittera pas 100% sur l'idée que tu as exprimée, donc c'est tout à fait OK. Et puis je pense que c'est l'exécutant qui est important dans chaque business, plus que l'idée en tant que telle. Juste une dernière question avant de passer aux avantages et inconvénients du rôle. Oui. Ma première question, c'est sur les limitations en termes de location, comme il peut y avoir des limitations à Paris. Tu vois, Paris, je crois que c'est 4 mois max. Ça, c'est ma première question. Oui. Et ma deuxième, un peu sous-jacente, c'est du coup, toi, dans ton rôle, est-ce que tu es forcément adossé à Airbnb ou est-ce que tu es en direct? Alors, il y a des limitations. Dans chaque ville, elles sont très différentes. Donc là encore, il faut vraiment se renseigner sur les limitations qu'il peut y avoir dans ta ville, si jamais vous voulez monter dans une conciergerie. Mais il y a beaucoup de lois qui changent et ça va très vite. Donc il faut, moi je me suis du coup mis sur toutes les pages juridiques. Il faut voir des juristes, il faut voir ton comptable, il faut vraiment... ça c'est important de dépenser un petit peu d'argent. Moi je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent au début pour quasiment rien.
Mais si je dois le faire, ça serait vraiment pour voir un juriste. Enfin, les lois, elles changent tout le temps. Il faut vraiment que ton business, il soit dans les bonnes lois. Tu peux pas faire n'importe quoi. Et il y a aussi des propriétaires qui vont pas forcément avoir déjà mis leurs biens en gestion et vont se dire, OK, je veux bien le faire. Mais par rapport à leur situation, enfin, chaque situation est un peu différente. Donc, il faut vraiment que toi, tu sois renseigné pour les renseigner un petit peu au mieux que tu peux. Après, chaque situation est très, très différente. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment se tenir à jour dans chaque business des lois qui régit un peu les business, enfin, ton business en tout cas. Et donc, non, je ne suis pas cloisonnée avec Airbnb. Il y a énormément d'autres plateformes. Personnellement, j'ai hésité à rester seulement sur Airbnb parce que beaucoup de monde, il y a déjà des conciergeries qui se sont vraiment dirigées dans une seule plateforme, ce qui est peut-être plus facile pour gérer. Enfin, à gérer en tout cas. Moi, je vais décider d'en utiliser au moins 2 ou 3. Il y a Booking aussi qui marche très bien. Et de plus en plus avec les appartements. Alors, eux, ils sont quand même spécialisés dans les hôtels. Ça, c'est vraiment leur cœur de métier. Donc, la plateforme est un peu moins intuitive que celle d'Airbnb, ça, c'est sûr. Mais voilà, moi, je vais essayer un petit peu, vu que ça va être mon corps de métier, je vais vraiment avoir le temps de le faire. Je vais me mettre sur plusieurs plateformes. Après, si vous avez qu'un appartement et que vous faites en même temps que votre job actuel, voilà, ça prend du temps quand même. Il faut répondre aux clients, enfin, le planning et tout ça, quand même, ça prend du temps. Très clair. Avantages, inconvénients du rôle maintenant ? Alors, avantages. Les avantages, c'est que vous pouvez monter ce business-là sans avoir trop de fonds. Au début, vous n'avez pas besoin de 20 000 euros pour monter ce business-là. Vous pouvez ne même pas avoir d'appartement. S'il y a des personnes qui vous font confiance, vous pouvez commencer à les gérer. Donc ça, c'est vraiment le plus, je dirais, de ce business de conciergerie. Après, il faut être aussi... Enfin, moi, je le vois comme un avantage, mais il faut être très polyvalent. Et moi, c'était vraiment quelque chose que je recherchais dans mon boulot. C'était pas de rester... tout le temps assis, c'était pas d'être seulement sur une tâche, c'était de faire énormément de choses très très différentes. Donc ça, moi, je trouve ça super. Après, ça peut être du coup un inconvénient parce qu'il faut être tellement polyvalent que je le sais très bien que cet hiver, si jamais je ne trouve personne pour faire X tâches, je vais la faire moi-même. Donc ça peut être le ménage, ça peut être une réparation, bon minime parce que j'ai peut-être pas des talons d'un plombier, mais voilà, si je dois aller faire le ménage, je vais devoir y aller et puis il faut que ce soit fait. Donc c'est vrai que ça peut nous paraître un peu moins glamour, on va dire, mais ça me dérange pas spécialement. Enfin, je le vois comme un inconvénient, comme un inconvénient, mais aussi comme un avantage parce qu'il faut, dans tout business, vous allez devoir faire des choses un peu désagréables, on va dire. Enfin, je dis pas que c'est désagréable de faire le ménage, mais des tâches peut-être que pour vous vont moins vous plaire, mais je pense que ça fait aussi partie... et ça sera dans n'importe quel business, bien sûrement. Donc, voilà, ça, c'est vraiment l'inconvénient, c'est qu'il va falloir tout faire. Et voilà, je vais essayer de trouver, bien sûr, des personnes à chaque place, mais s'il va y avoir un petit couac, ça va être à toi de gérer, et puis rien que toi, quoi. Et puis j'ai l'impression que tu développes aussi des compétences. Après, à toi de voir un peu ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas, et ce qui est un peu genre un must-have. Oui. Ce que tu n'as pas qui est un nice-to-have, qui est un must-have que tu peux faire seul, et ce que tu peux genre outsourcer, donc donner à un autre à faire, combien ça te coûte. Enfin, après, il y a des réflexions à avoir entre le financier et la capacité, mais ça, c'est effectivement dans tous les business, c'est comme ça. Il faut bien analyser, dans conciergerie, ce qui est vraiment le nerf de la guerre, c'est le ménage et le linge. Enfin, ça, c'est vraiment une base. Et c'est très, très important. Enfin, le client qui arrive, si c'est pas propre dans un logement, ça ruine un peu ton séjour. Et ça, moi, je l'ai vécu en tant que cliente et je veux pas du tout le faire vivre à d'autres personnes. Donc, j'ai calculé vraiment combien une femme de ménage allait me prendre si elle venait faire le ménage chez moi. Les linges, combien ça allait réellement me coûter. Ça, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Enfin, il faut vraiment appeler les personnes qui sont aux alentours de vos logements. Les buanderies, les femmes de ménage, combien vous prenez pour mettre les bons prix en fait, pour pas être pas rentable justement et pour mettre les bons prix aux bons endroits. Et ça, c'est très important, je pense. Il faut pas commencer à dire, bon, ça peut me coûter à peu près
Non, il faut aller contacter des personnes, leur demander réellement. Il faut vraiment être un peu proactif, on va dire. Non, mais c'est intéressant et je pense que chaque avantage, effectivement, peut être vu comme un inconvénient. Voilà, exactement. J'avais une personne qui venait pile face à chaque fois. Elle disait recto, verso, ça c'est un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres. Je trouvais ça intéressant, donc c'est précise. Ouais, non, mais chacun voit des choses un peu différentes. Enfin, chacun a sa perception. Je pense que si je me retrouve à faire le ménage toute la saison, c'est pas le but non plus. Parce que je passe mon temps, par exemple, 2 heures dans un appartement ce jour-là, que j'aurais pu mettre ailleurs pour peut-être gagner de l'argent sur, par exemple, des services que j'aurais pu proposer. Donc, il faut toujours se demander où mettre son temps pour bien rentabiliser. Mais puis, c'est vrai que moi, j'ai de la chance que cette période-là, la saison n'a pas encore commencé. Donc, j'ai le temps de le faire là, maintenant, au début. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de se poser les bonnes questions directement au début et pas attendre petit à petit. Est-ce que tu as d'autres avantages, ton rôle? Les avantages, c'est... je vois même un autre inconvénient aussi. Alors, avantage, je dirais que c'est moi qui vais un petit peu réguler mes journées. C'est vrai que, si j'ai peut-être pas envie de faire une tâche à ce moment-là, je vais peut-être pouvoir la déplacer. C'est comme n'importe quelle personne qui a monté son business. Si jamais tu veux travailler le dimanche, tu travailles le dimanche. Si tu veux pas travailler le lundi, tu travailles pas le lundi. Mais après, le revers de la médaille aussi, il est que, et surtout en conciergerie, moi, je vais essayer de me rendre disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, bien sûr que ça se trouve, je vais peut-être pas travailler le lundi, parce que les demandes ne seront pas là, mais peut-être que samedi, dimanche, je vais travailler. Donc, ça va être... tu vas être flexible, oui, mais flexible dans les deux sens, en fait. Donc, quand vous travaillez en station, si des personnes qui vous écoutent veulent aller être saisonniers, par exemple... travailler dans des stations, dans des endroits l'été, dans un endroit l'hiver, dans un autre, c'est vrai que c'est des périodes qui sont assez intenses. L'été comme l'hiver, vous allez travailler plus qu'une personne peut-être en ville, en CDI, pas sur Paris. Mais voilà, vous allez avoir des périodes de repos un petit peu plus grandes, par exemple en septembre, octobre ou en mai. Donc... C'est vrai que moi, je sais que quand la saison commence en novembre, jusqu'en mai, ça va peut-être être du 24, 7, et voilà quoi. Donc, ça sera un avantage parce qu'en mai, je vais peut-être moins travailler du coup et je vais peut-être prendre un mois de vacances entier, mais j'aurai travaillé un petit peu plus. C'est juste un rythme de vie un peu différent. Ouais. Il faut l'avoir en tête au moment où tu démarres, au moment où tu voilà. Au moment du transfert, quand moi je suis partie de Paris à Val d'Isère, il y a eu un petit choc au début. J'avais peut-être pas tous mes samedis et dimanches, peut-être pas mes soirées. Au début, t'as un rythme à prendre. Les gens voyaient surtout l'été quand moi j'étais en vacances. Mais voilà, l'hiver, j'avais beaucoup moins de repos que les autres personnes qui avaient... C'est juste une vie un peu différente, ouais. Est-ce que tu vois quelques qualités qu'il faut avoir absolument pour tenir ton rôle aujourd'hui? Être multitâche. Moi, je l'ai toujours été dans... Je parlerai un petit peu de mes expériences plus tard, mais j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses très différentes dans mes anciens jobs. Et je pense qu'il faut vraiment être juste multitâche, savoir faire le plus de choses possible. Et moi, ce que j'aime, c'est ça. Et je vais même peut-être développer des nouvelles compétences, même si je deviens, franchement, la pro du ménage ou même un plombier aguerri. Franchement, ça serait des compétences en plus que j'aurais acquéries. Et honnêtement, toute compétence est bonne à prendre. Et moi, je l'ai toujours vu comme ça dans tous mes choix, en fait. Je me suis dit, OK, peut-être que c'est inconvénient dans ce job-là, mais je me suis dit, bon, ce sera une compétence en plus à aller acquérir. Donc, faut être multitâche et assez proactive et vouloir mettre les mains quand même dans le cambouis. Faut pas... si c'est vrai que j'avais voulu un truc un petit peu plus calme, je serais peut-être restée à Paris. Ouais, c'est des choix forts. Et après, c'est des choix qu'il faut assumer aussi derrière. Pendant quelques années, le temps que ça se lance. Et après, tu reviens en arrière et tu es fier de toi, de ce que tu as fait. Voilà. J'imagine. C'est comme si vous faites du sport, c'est pareil. Un moment, quand vous le faites, c'est pas agréable, mais après, ça devient de plus en plus agréable. C'est clair.
C'est clair, le sport, le plus dur avec le sport, c'est quand on se lance, les premières sessions, elles sont terribles, si on reprend ton allégorie. Ouais. Et ensuite, quand ne serait-ce que si tu t'arrêtes quelques semaines ou même quelques jours, tu reprends après, c'est encore terrible. Et qu'il y a une forme de continuité à laquelle on est poussé. Ouais. Et c'est pareil, effectivement, pour le business, pour le taf. Ouais. Et puis, faut être conscient que ça va... Enfin, quand on te dit, voilà, je vais monter mon business, mais je vais moins travailler, ben, c'est pas forcément vrai. Au contraire, même dans une conciergerie, il y a énormément de monde. Alors, j'ai écouté énormément de podcasts aussi de conciergerie. Et il y avait quelques personnes qui étaient là, vraiment, vous allez travailler, vous allez vous dégager du temps pour vous-même. C'est le travail idéal pour faire le moins possible. Enfin, presque comme si c'était miraculeux. C'était un peu la promotion de faire de la conciergerie pour avoir du temps libre. Et je pense que c'est un peu faux. Peut-être que je me trompe et que je serai agréablement surprise, mais je pense pas. Je pense que chaque chose, on pouvait aller plus loin, en fait. Peut-être que, oui, gérer un appartement, pourrait faire le minimum de choses dedans et tout automatiser. Mais ça dépend quel genre de business. Moi, j'aimerais bien que les personnes, quand ils arrivent dedans, il y ait énormément de services proposés, qu'ils soient bien dans le logement. Ça veut dire que quand ils arrivent, il y ait déjà du café sur place, qu'il y ait déjà les serviettes. Donc, ça dépend quel service tu veux donner en fait à tes clients. Mais je pense pas qu'aucun business soit facile non plus à monter. Je pense qu'il ne faut pas se laisser appâter par certaines personnes qui te disent ça ou comment gagner. Maintenant, on voit ça sur les réseaux, comment gagner 10 000 euros. Je pense que ça, c'est fou ça maintenant. Je pense que c'est ces gens-là qui font, comment ça s'appelle, c'est pas des e-books ou des... Oui. Oui, ils promouvoient un peu leur formation ou leur service. Souvent sur le e-com ou le marketing digital. Exactement. Je pense que s'il y en a autant, c'est qu'ils font de l'argent, parce qu'on n'a pas qui cliquent et qui payent. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu... voilà, on a envie de travailler le moins possible pour gagner le plus possible. Alors, je pense que aussi c'est possible, il faut être intelligent. Il ne faut pas se dire, bon, je vais me tuer à la tâche... tout ça pour gagner 20 euros. Il faut juste être un peu intelligent, on va dire, dans le business que tu choisis et puis dans les envies aussi que tu as. Non, j'ai pas envie de passer toute ma vie à travailler, même si moi j'adore travailler, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est un peu idéaliste de se dire, voilà, je vais gagner 10 000 euros en 2 heures. Et même n'importe quel business de e-commerce, il y a toujours un début qui est compliqué. Enfin, c'est juste qu'on se vende un peu parce que tout le monde aimerait gagner 10 000 euros en 2 heures de travail. Enfin, je pense que c'est possible, mais voilà, il y a toujours un début à tout. Mais il faut travailler. Enfin, c'est à la fin il faut travailler à un moment ou à un autre, quoi. Ouais, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a des choses dans cette phase 1 sur ton métier qu'on n'a pas couvertes et que tu aimerais dire aux gens qui vont nous écouter? Je pense qu'il faut, je le redis, mais il ne faut pas avoir peur d'aller démarcher les personnes, même si ça paraît un peu désagréable au début parce que tu as l'impression un peu de quémander, on va dire. Mais il faut pas hésiter à pousser les portes. Moi, ma mère me dit, si tu rentres pas par la porte, va falloir que tu rentres par la fenêtre. Et c'est vrai, si personne t'ouvre la porte, c'est pas grave, il va falloir que peut-être que tu rentres par la fenêtre, quoi. C'est assez désagréable à faire et même moi, tous les jours, je me dis, bon, allez, on y va. Il faut ça un peu s'auto-pousser et c'est ça qui est un peu compliqué. Surtout aussi de commencer un peu seule. Moi, je suis seule et j'aime bien être seule, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que parfois, quand il faut faire les choses un peu désagréables, voilà, il faut les faire. Première chose le matin, vous les faites après, comme ça c'est fait. Les gens ils disent ça, ouais. Il faut éliminer les grosses tâches le matin qui sont un peu genre painful. Oui. Mais j'avoue que moi j'ai du mal à faire ça. Je préfère me mettre dans une journée et après attaquer les tâches quand vraiment je suis au max. J'atteins un espèce de sommet, boum, je fais mes tâches compliquées et après je redescends, tu vois, par mes tâches un peu plus plaisir. Je sais pas, c'est une organisation à trouver. C'est une organisation un peu chacun. On en a pas parlé tout à l'heure, mais je suis en train de suivre un bilan de compétences. D'accord. Professionnel. Donc, il y a une petite analyse sur ton profil à toi. Si tu ne te connais pas très bien, tu vas découvrir des choses. Donc, ça, c'était intéressant. Bon, moi, j'ai découvert même des choses sur moi-même, alors je pensais quand même bien me connaître. Et ensuite, on parle pas mal de développement personnel parce que je pense que le développement personnel est important dans tes choix professionnels et dans ta vie professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce bilan-là.
Et du coup, on me disait ça dans le bilan de compétences, qu'il fallait faire tes tâches un peu complexes en premier. Et je pense que c'est quand même important de les faire, pas au dernier moment, parce qu'il y a un moment, il faut les faire de toutes les manières. Pas procrastiner. Voilà. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui font un bilan de compétences dans un organisme qui s'appelle Chanf. Ok. C'est un organisme qui est là d'être assez connu sur la place parisienne. Et pour apprendre à se connaître sur un point de vue pro, faire le bilan et savoir où on va, c'est sûr que tu repars un peu de ce que tu sais faire, de ce qui a de la valeur pour les autres, de comment tu pourrais gagner de l'argent. Donc c'est intéressant, ouais. Alors, on revient toujours sur le fait qu'il faut que tu saches vraiment profondément quelle est ta valeur ajoutée à toi, en fait. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont faire mieux que toi dans certains domaines, mais toi, il faut que tu trouves le tien pour que, en fait, toi, tu développes les compétences qui sont innées en toi et que tu deviennes meilleur dans ces compétences-là, parce que tu vas jamais pouvoir être meilleur dans toutes les compétences. Donc, ça sert à rien d'être médium dans toutes les compétences. Il vaut mieux prendre une compétence qui est innée chez toi pour la faire grandir, en fait, chaque jour. C'est ça, je pense que c'est important. Et ce qui est important de savoir, en fait, c'est vraiment ce qui, toi, te correspond vraiment dans ton toi profond, même si tu n'en as pas forcément conscience. Moi, ce que j'avais découvert, c'était que j'avais une partie créative en moi que je ne pensais pas du tout l'avoir. Et je l'ai découvert aussi dans un ancien travail à moi, d'ailleurs, qui était à République, pas très loin. Je me suis dit, en fait, je suis créative. Je ne pensais même pas être créative. Je pensais même, si tu me demandais, je me suis dit, ah non, moi, pas du tout, je suis très classique, pas du tout créative. Et en fait, c'est quasiment une de mes plus grandes forces aujourd'hui. C'était quelque chose que j'avais même un peu caché. Et je me dis qu'aujourd'hui, et ça se voit dans les choses que tu aimes faire. Moi, je vois, j'ai adoré faire mon site web, j'ai adoré faire ma plaquette, tout ce qui était le logo, le nom, enfin tout ça, je l'ai fait moi-même et je pense que ça tient plus ou moins la route. Et c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Enfin, oui, j'aurais pu le déléguer, peut-être que mon site web, bien sûr, je vais le faire par un professionnel plus tard, pour la saison prochaine certainement, mais c'est vraiment voir en quoi toi, tu vas pouvoir être un peu meilleur que les autres, en fait, sur certains points, quoi. On passe à la phase 2. Allez. La phase parcours. La phase 2, c'est vraiment des questions, c'est pas tant des questions, pardon, c'est plutôt un narratif un peu chronologique sur à partir de 15-16 ans. Léa, elle est où, elle fait quoi? Et on essaie de s'attarder sur les points un peu pivots marquants de ta vie. Oui. Là où tu as eu des réflexions. Et comme je te le disais un peu avant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pourquoi à certains moments tu as pris des décisions et comment tu t'y es pris. Pour que les gens qui nous écoutent sachent ce qui s'est passé dans ta tête et comment tu as fait pour l'actionner. Voilà. Donc 15-16 ans, t'es où Léa? Elle est où? Ok. Alors, avec mon parcours, je vais devoir remonter un petit peu avant 15-16 ans, sinon je pense que les gens vont pas trop comprendre. J'ai un parcours un petit peu compliqué, pas compliqué dur, mais à suivre. C'est vrai que j'ai pas mal bougé. Je suis née pas très loin d'ici, à Saint-Germain-en-Laye. Mais vraiment, je suis juste née là. Après, en fait, mes parents faisaient cette double... ces saisons aussi, à Val Thorens, qui est une station dans les Alpes, et aussi à Saint-Barthélemy dans les Antilles. Donc eux, ils faisaient... Donc mon père était moniteur de ski. Ils se sont rencontrés en station de ski avec ma maman. Et donc j'ai fait au début, quand j'étais très jeune, Val Thorens l'hiver et Saint-Barthélemy l'été. Ce qui était un peu compliqué scolairement à un moment, parce que j'ai aussi un grand frère. Donc mes parents ont migré complètement à Saint-Barthélemy. Donc j'ai grandi là-bas. Et c'est une île française. Tout le monde parle français, ce qui était quand même assez simple pour nous scolairement. Donc, on a pu apprendre une autre langue directement. Sauf que ce qui est compliqué sur une île qui fait 25 km², c'est qu'il n'y a pas de collège. Donc, avec mon grand frère, on a dû partir. Moi, j'avais 13 ans. Et lui était un petit peu plus âgé. On est parti dans un internat au Canada. Mes parents sont restés parce que leur activité était sur l'île. Et donc, on est parti en internat et c'était super. Moi, j'ai adoré d'ailleurs l'internat. Promouvoir, c'était un super internat. Pourquoi le Canada? Parce que c'était pas si loin en fait. C'était plus proche que la France et il n'y avait pas de... le fuseau horaire était le même. Et puis, c'était un très bon internat. Il y avait pas mal de personnes de l'île de Saint-Barthélemy aussi qui allaient là-bas. Et puis, c'était finalement, le Canada est plutôt proche. Donc, pour mes parents, quand ils allaient venir, ça allait être un petit peu plus simple de Saint-Barthélemy que de la France. Mais bon, on n'était que tous les deux avec mon frère. Bon, nous, on a adoré, c'était super. Et du coup, j'ai pu apprendre l'anglais là-bas.
d'une manière très simple parce que tout était en anglais. Donc, ça m'a permis d'être bilingue au bout de 2-3 mois, ce qui était exceptionnel parce que je pense que c'est assez important aujourd'hui. Et donc, au bout d'un moment, c'était un petit peu compliqué pour mes parents. Mon frère avait fini cette école-là, donc on a dû rentrer en France. Donc là, voilà, ça y est, on arrive à 15-16 ans à peu près pour se resituer. Moi, j'ai eu un petit peu des difficultés scolaires, alors que j'étais quand même une bonne étudiante, on va dire. J'étais plutôt scolaire, mais en fait, la différence entre le Canada et la France, ça a été assez compliqué au tout début, même si j'essayais pas mal de travailler, alors que, bon, normalement, quand tu as 13-14 ans, je ne dois pas non plus... Enfin, tes devoirs, c'est plutôt, je dirais ça, plus ou moins, mais... moi, je travaillais quand même beaucoup déjà parce que j'arrivais pas... ouais, c'était compliqué un peu ce passage du Canada en France. T'arrives à mettre le doigt sur qu'est-ce qui a été compliqué? Le programme scolaire est totalement différent. Donc déjà, moi, je sais pas si ça s'entend, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent que j'ai un accent qui est bizarre. Parce que en fait, je parle anglais la majorité du temps à l'école. Et là, je me retrouve à Annecy, donc une petite ville en plus de ça, où les gens... donc du coup, toutes mes matières sont en français maintenant. Et puis, tout est différent. On ne fait pas du tout le même programme scolaire. Il n'y a rien à voir. Nous, le sport est très, très, très présent au Canada. Donc, je faisais tous les jours du sport dans l'école. En France, voilà, on a le PS, mais je ne fais pas 1 heure peut-être ou 2 dans la semaine. Enfin, tout est très différent. Les mathématiques, moi, d'un coup, j'arrive, le théorème de Pythagore, alors que je ne voyais pas du tout ça avant. Le français, alors très différent aussi. Donc, je me prends quand même pas mal de difficultés scolaires à ce moment-là. Et en seconde, ils me disent, bon, ouais, voilà, Léa, tu ne peux pas passer en ES, il faut que tu ailles en L. Moi, à l'époque, c'était ça. Maintenant, c'est plus ça, S, ES, L. Mais et moi, on me dit, voilà, il faut... Sachant que L, c'est des classes de littéraire. Voilà, c'est très littéraire. Et mathématiques, tu as un focus français, philosophie, si je dis pas de bêtises. Voilà, exactement. Et donc, moi, littéraire, au début, je me dis, mais pas du tout. Enfin, moi, le français, en plus, j'avais de la difficulté, donc je ne comprenais pas pourquoi on voulait me faire aller là-bas. Donc, je me suis dit, non, moi, pas du tout. Enfin, impossible d'aller là-bas. Mon école, c'était une école privée, un petit peu catholique. Et ils étaient pas très ouverts. Enfin, alors moi, je revenais du Canada où c'était assez ouvert comme état d'esprit. Là, c'était un peu compliqué. Au début, j'ai vraiment eu du mal, mais après, je me suis dit non, je suis passée en appel, on appelle ça, devant. Il y avait 13 personnes, donc j'étais assez jeune, en plus, c'était assez intimidant, et j'aurais dit non, moi, je vais aller en ES. C'est comme une commission voilà. À la fin de ton 3e trimestre, j'imagine, de seconde. Ouais, de seconde. Et tu leur dis non, mais ça va pas se passer comme ça, voilà. Je vais aller en ES. Ouais, je vais aller en ES. Moi, c'est impossible, je vais en L, je vois pas du tout, en plus, sur quoi ça allait me déboucher, qui pourrait, moi, me plaire, en tout cas. Ouais. Et donc, je leur ai dit non, bon, il faut accepter finalement. Et je suis passée en ES. Et là, ça faisait déjà 2 ans que j'étais rentrée en France. Donc, ça allait un peu mieux scolairement. Puis finalement, j'ai eu mon bac. Tout s'est très bien passé. J'ai eu mon bac avec mention bien. Ouais. Et pendant ce temps-là, pendant le bac, en fait, il fallait faire un choix scolaire sur quelle école. Et puis, moi, j'avais bien aimé le Canada. Donc, je me suis dit, je veux retourner au Canada. Donc toi, en fait, quand on ouvrait à l'époque, du coup, c'était APB, donc voilà. Parcoursup. Toi, t'es parti hors APB et t'as postulé au Canada. Exactement. Alors, j'ai quand même, je pense que c'est important de mettre ses œufs dans plusieurs paniers. Donc, bien sûr, j'ai mis des choix sur APB et j'avais aussi mis plusieurs choix un peu différents. Mais je m'étais quand même dit, je vais partir en école de commerce. Voilà, ce qui me paraissait plus logique pour moi, simplement parce que mes parents sont des commerçants. Et que j'avais pas bien je connaissais pas trop plusieurs métiers. J'étais allée voir aucune conseillère d'orientation ni rien. Donc, je me suis dit, bon, école de commerce, ça faisait du sens. Et puis surtout, le Canada, j'avais envie d'y retourner. C'était vraiment un choix un peu personnel au début. C'est un peu mis dans mes choix scolaires, on va dire. Et j'avais aussi mis, comme j'étais proche d'Annecy, j'avais mis HEC Lausanne, qui est pas très loin de Genève. J'avais mis, du coup, HEC Montréal. Le classique école de commerce, on va dire. Non, mais HEC Montréal, du coup, c'est une école de commerce qui est basée à Montréal. Voilà. Les Français connaissent bien parce qu'il y a beaucoup de Français. Exactement. Parce que voilà, HEC. Puis Montréal, ça parle quelle langue là-bas? Français. Français. Voilà. C'est la partie du Canada qui parle français.
Et du coup, c'était plutôt simple. Moi, je connaissais en plus très bien Montréal, système canadien, tout ça. Je me suis dit, ouais, moi, j'ai envie de retourner partir vivre au Québec. Et donc, j'ai été acceptée parce qu'il fallait avoir une mention assez bien. Donc, voilà. Donc, j'ai eu ma mention bien, donc j'ai pu y aller. Là, le choix s'est fait assez rapidement par mon parcours de vie, en fait, qui est que j'avais envie de retourner au Canada. Et puis, pour être totalement honnête, j'aurais pas pu intégrer HEC Paris. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'aurais peut-être pas pu faire une école en 2 ans pour passer le concours pour HEC Paris. Je pense pas que j'aurais réussi. Alors, peut-être que j'ai... Après coup, tu sais pas, mais est-ce que tu l'avais considéré du coup à ce moment-là? Je ne l'avais même pas considéré. Parce que pour moi, j'avais quand même un petit peu eu du mal scolairement, même si j'avais eu bien en bac. Je l'avais pas forcément, non, je l'avais évincé tout de suite. Je m'étais dit, je saurais pas. Même si je suis quelqu'un qui a confiance en moi, je pense pas que j'aurais eu les compétences. Et puis même l'envie, en fait, c'était aussi ça. Pendant 2 ans, de mettre ma vie en stop, on va dire, parce que je pense que toutes les personnes qui ont fait ça, ça demande pas mal de travail. Ça, tout le monde nous l'avait dit après le bac. Donc, moi, je m'étais dit, bon, déjà à l'époque, peut-être pas envie de passer 2 ans et puis pas avoir l'école que je voulais. Donc, bon, j'ai essayé de repartir au Canada. Donc, c'était simple, quoi. Ouais, donc c'est pas du tout le même système. Du coup, ce que tu dis, c'est qu'HEC Montréal, c'est post-bac. Voilà. Juste après le bac, tu rentres dans une école. Voilà. Ça dépend de ta mention. Ça dépend de ta mention. Il fallait, pour les Français, faire une année préparatoire. D'accord. Donc, tous les Français, on a fait une année préparatoire. Et les Québécois qui ont intégré HEC Montréal après, eux n'ont pas fait cette année préparatoire parce que eux, dans leur cursus, par exemple, ils voyaient de la comptabilité, d'autres matières. Donc, en fait, nous, on se remettait un peu à jour comparé aux Québécois pour ensuite commencer le parcours. C'était 3 ans. Donc, c'est comme une prépa intégrée. Voilà, exactement. Et du coup, tu avais 1 an de différence avec des Québécois. Exactement. D'accord. Ouais. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que HEC Paris, c'est complètement différent. C'est classe préparatoire. Voilà, classe préparatoire de 2 ans. Après, vous arrivez et puis... 2 voire 3, ça dépend si tu... Ouais, voilà, si tu passes en carré ou en cube. Tes classes préparatoires, fonction de ton niveau, ça te pointe du doigt déjà les écoles vers lesquelles tu vas aller. Voilà. Parce qu'il y a des classes préparatoires qui sont plus ou moins bonnes. Et du coup... Ah, voilà, exactement. Qui peuvent t'amener là où tu veux, dans l'école que tu veux, plus ou moins. Et après, bon, je pense que si vous faites une classe préparatoire, c'est aussi... quand même viser les 5 premières, enfin, c'est un bon but, quoi. Sinon, voilà, peut-être passer par un autre genre de cursus. Mais donc, moi, je pensais pas que j'avais les capacités de le faire et j'ai été honnête envers moi-même, je dirais, à ce moment-là. Et je me suis juste dit, bon, et en plus, j'avais envie de retourner au Canada, encore une fois. Donc, c'était vraiment très logique. Ce choix-là s'est fait vraiment très facilement pour moi. Moi, j'ai pas eu de complications et de choix vraiment à prendre parce que c'était déjà tracé. Donc, du coup, j'arrive à HEC Montréal, ça se passe très bien. Des bonnes notes, je suis pas la meilleure non plus, mais j'ai des assez bonnes notes. Je travaille quand il faut, tout se passe super bien. Je recommande d'ailleurs cette école. Je sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais en tout cas, nous, à ce moment-là, moi, j'arrive en 2013. Et je devais finir du coup mon parcours en 2017. Donc 2013-2017, moi j'ai adoré, franchement super. Tu finis avec un bachelor ou un master? Voilà, vous finissez avec un bachelor, ce qui est un peu différent. Donc là c'est au choix. Comme il y avait énormément de Français, il y a beaucoup de Français qui sont retournés en France pour faire leur master. Du coup, pourquoi pas dans une école qu'ils avaient déjà repérée peut-être un petit peu avant. Et après, il y en a qui restent au Canada. Très peu, je dois l'avouer, malheureusement. Mais voilà, c'est qu'un bachelor à la fin. Parce que du coup, tu as une année de mise à niveau, voilà. 3 ans de bachelor. 3 ans. Après 4 ans. Ouais. Et après, si vous faites un master, 2 ans en plus. Et le master, du coup, si tu rentres en France, tu as des admissions parallèles qui permettent de rentrer dans les écoles. Voilà, exactement. Ouais. Et il y en a pas mal qui ont fait ça, ce qui était très intéressant pour eux, parce qu'ensuite, ils ont pu, si vous voulez revenir en France... et puis travailler en France en ayant ce nom-là de master d'école de commerce française, même si je pense qu'aujourd'hui HEC Montréal est quand même assez bien réputé chez certains employeurs. Donc voilà, c'est à voir, c'est sûr qu'HEC Paris, ça restera le numéro 1, il ne faut pas se le cacher. Mais je pense qu'en termes d'apprentissage, on va dire, de vie générale, on va dire, je pense que HEC Montréal, c'était vraiment... Enfin, il y en a même d'ailleurs qui ne l'ont pas très bien supporté parce qu'il faut que
ont quitté la France. Donc, il y en a, c'était toute leur famille. Ils avaient vécu là pendant 18 ans dans le même endroit avec leurs amis, leur famille, tout ça. Ils s'étaient jamais bougé. Et donc, tu te retrouves à Montréal. Là, il faut prendre un appartement. Puis, il y a quand même... faut aller en cours. Il faut réussir quand même scolairement. C'était pas non plus hyper dur, mais il fallait quand même s'y tenir. Et c'est vrai qu'il y en a, ils sont arrivés un peu foufou. Et puis, finalement, c'était un peu compliqué d'être loin. Donc, il faut un peu savoir est-ce que c'est possible pour toi de déconnecter et d'être assez loin quand même de ta vie, de ton ancienne vie, on va dire. Tu te souviens, en revenant de HEC Montréal, en admission parallèle, quelles écoles les gens de ta promo pouvaient avoir? Est-ce qu'ils ont fait, par exemple... En master? Oui, en master. Est-ce qu'ils ont fait des écoles de commerce comme le SCP, l'EDEC? Oui, ouais. Et, honnêtement, toutes les très bonnes écoles sont possibles. Je pense que ça demande aussi un petit peu de volonté, un bon parcours. Le point un peu négatif d'HEC Montréal, c'était que l'été, on était arrêtés, je pense, pendant au moins 4 mois. Et vous n'avez pas besoin de faire un stage l'été. Donc, par exemple, je n'ai fait aucun stage pendant ces 3 années de cursus bachelor, alors qu'en France, dans les écoles de commerce, vous avez ces stages qui sont obligatoires. Et je pense que ça, c'est très important de les faire pour se rendre compte de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. En fait, c'est une opportunité qui est hyper importante parce que vous pouvez travailler dans un endroit pendant 3 mois et voilà, ça me plaît pas. Bon, ça, c'est de la liste au moins où vous pouvez pas refaire ces erreurs-là plus tard. Et c'est un peu le bémol d'HEC Montréal. Voilà, si jamais c'est bien de travailler l'été, je pense au moins ne serait-ce qu'un mois parce que juste pour avoir la possibilité de voir des métiers différents. Et donc, ça, je pense que c'était un peu la difficulté des personnes d'HEC Montréal quand ils rentraient en France pour faire un master. C'était de ne pas pouvoir vendre ces expériences-là professionnelles. Mais même s'il y en a quelques-uns qui l'ont quand même fait, donc je pense que si vous faites les bons choix, vous essayez un petit peu de mener un peu votre barque et vendre un peu vos expériences. Je pense que tout est possible, n'importe quel master en soi, encore plus aujourd'hui. Je pense pas qu'il faut se mettre de limites et se dire non, ça va pas être possible d'aller intégrer n'importe quel master. Je pense que tout est possible. Il faut juste se dire bon, je vais essayer de promouvoir un peu mon dossier à moi d'HEC Montréal comparé à une école française. Ouais, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que les admissions parallèles, elles existent. Ah oui. De plus en plus, quand on veut intégrer une école de commerce, une école d'ingé, il y a des gens qui font des parcours à l'étranger, il y a des gens qui reviennent en France, il y a des gens qui font des parcours en France qui vont à l'étranger, il y a des gens qui font des parcours universitaires et qui après switchent vers des écoles. Bien sûr. Donc c'est possible, c'est valorisant et valorisé de plus en plus. Oui. Et donc il n'y a pas qu'une seule voie. Non. C'est fort. Et donc à HEC Montréal, il y avait tellement de possibilités. Même en fait, il faut toujours être curieux d'aller chercher quelles sont les possibilités. Et du coup, moi j'ai choisi un cursus entrepreneuriat déjà à l'époque. Et dans l'entrepreneuriat, il y avait une possibilité de faire un petit parcours avec l'EM Lyon. Donc au début, je m'étais un peu renseignée comme ça, rapidement. Et c'était donc des étudiants de l'EM Lyon qui, eux, venaient à HEC Montréal pendant 2-3 mois. Et nous, ensuite, on se déplaçait à l'EM Lyon. Et on se suivait un peu comme ça, avec ce même groupe d'étudiants. Donc j'ai réussi à intégrer cette petite cohorte. Et donc, je suis allée 2-3 mois à l'EM Lyon, qui a été donc une possibilité aussi dans mon parcours. Donc, est-ce que si jamais j'avais voulu faire un master après, j'aurais pu promouvoir cette expérience-là? Je suis quand même allée à l'EM Lyon, qui était à l'époque la 4e meilleure école de commerce. Je ne sais pas aujourd'hui, mais ça doit être dans ces eaux-là. En fait, il y avait plein de possibilités comme ça. Pour la faire courte, je suis aussi allée à Berkeley, qui est une des meilleures écoles universitaires des États-Unis, pour faire un petit parcours en nutrition. Et c'était des possibilités qu'HEC fallait aller les chercher, mais c'était possible de les faire. Donc après, à vous de... chaque parcours est un peu différent et chaque envie. Mais totalement possible de rentrer par différents moyens dans des masters, ça c'est sûr. Tu vois, ça me fait penser qu'aujourd'hui, il y a quand même un éventail de possibilités énorme en école de commerce ou dans n'importe quelle université, avec plein d'informations à disposition, plein de stages à disposition, des parcours, des référents, des mentors, des trucs. C'est vrai que parfois, les étudiants, quand on se leur demande, t'as ça, oui, non, t'as ça, oui, non, est-ce que tu sais que t'as ça, oui, non? Et la réponse, c'est non, ou je sais pas. Et du coup, ne serait-ce que
offrir l'information ou l'accès à l'information aux gens de manière plus simplifiée, ça permettrait, tu vois, de pouvoir valoriser ce qu'elles ont et aux étudiants pour en profiter. Oui. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant de voir que les étudiants ils ont, mais ils savent pas. Exactement. Par exemple, à Berkeley, moi c'était une fille avec qui j'avais été partie à l'EM Lyon qui m'a dit j'ai vu qu'il y avait cette possibilité. Et alors, je me suis dit, mais elle a vu ça où? Enfin, qui lui en a parlé? Parce que alors, mais jamais, je pense que personne n'en entend parler de. Je sais même plus si c'est possible aujourd'hui de le faire, mais alors après, c'est moi qui suis allée chercher l'information. J'ai dû appeler des personnes référentes. Enfin, tu as toujours dans des écoles des personnes référentes sur ton parcours. Hein. Donc, elle m'avait un peu renseignée sur ça, mais c'est vrai que cette information-là, mais enfin, si cette fille-là m'en avait pas parlé, jamais je l'aurais vu. D'ailleurs, merci à elle. On la salue. Alors, clairement. Ok, donc là, tu fais ton expérience à HEC Montréal, tu finis ton bachelor, et là, t'as attisé ma curiosité. Voilà. Restauration, t'as fait un cours de nutrition, on va où du coup après? Voilà, donc là je développe alors que c'était pas du tout, moi j'aimais aucun légume, je savais pas du tout cuire des pâtes, mais en fait je tombe, c'est vraiment des chemins de vie en fait qui te font arriver à des endroits où tu te dis mais je sais même pas comment je suis arrivée là. Et je tombe avec une de mes colocataires avec qui je suis restée 4 ans, Julia. Et elle savait super bien se débrouiller, elle faisait la cuisine, voilà, donc, et moi je savais rien faire, donc je lui disais, toi tu cuisines et moi je fais la vaisselle. Et petit à petit, elle s'est dit, bon, j'en ai marre de cuisiner, viens là, je t'apprends 2-3 trucs. Et donc je me suis dit, tiens, j'aime bien, mais c'est vraiment parti comme ça. Et puis je me suis dit, c'est vrai que c'est un domaine qui m'a toujours plu, la bouffe, j'aimais bien aller au restaurant, tout le monde aime bien, mais je voyais que moi, c'était peut-être, j'avais un intérêt un petit peu plus fort. Et j'en parle un petit peu avec mes parents. Et mes parents, ils ont toujours été... quand je leur donnais une idée, ils m'ont jamais dit non ou ne fais pas ça. Ou ils m'ont toujours... Et je pense que dans leur tête, ils se disaient oh là là, mais où elle va aller encore celle-là? Enfin, où on va la récupérer? Mais ils donnaient jamais vraiment leur avis, toujours. Mais ils essayaient quand même un petit peu de me diriger dans cette direction que je voulais prendre au mieux qu'ils pouvaient faire. Mais ils m'ont jamais dit non. Et là, je leur dis, j'ai adoré HEC, j'ai eu des très bonnes notes, il n'y a eu aucun problème, j'ai gradué, super. Et je leur dis, en fait, je veux partir dans une école de cuisine. Et là, ils m'ont rien dit, franchement, ils m'ont rien dit. Je pense qu'ils étaient un peu surpris au début ou pas, parce que peut-être qu'ils m'avaient vu un peu commencer à aimer cette direction-là. Et donc, je commençais à me renseigner sur les écoles de cuisine, même celles qui étaient en France. Mais finalement, je vois une école de cuisine au Canada, à Montréal aussi, qui avait l'air super en 1 an, parce que je voulais peut-être pas me relancer 4 ans. Et donc, je me dis, on y va, quoi. Je me dis, en fait, surtout, ma mère, elle me dit ça. Elle me dit, OK, si tu veux monter un jour un business dans la restauration, par contre, il va falloir que tu ailles chercher quelques compétences, parce que si un jour tu veux faire ça, il faut que tu saches de quoi tu parles. Et donc, là, je me suis dit, bon, OK... une école de cuisine, j'ai au moins, même si je veux, au fond de moi, je voulais pas devenir chef d'un restaurant, mais je me suis dit, si un jour je dois employer un chef, il va pas pouvoir me raconter n'importe quoi, parce que je vais connaître assez bien et je vais voir peut-être mieux même, donc personne va pouvoir me rouler dans la farine, on va dire. Mais, il n'y a pas de mais. Ce que tu fais comme choix, à ce moment-là, est facilité par, j'ai l'impression, ta capacité à te laisser aller, à te dire ça va bien, j'ai rencontré des gens, ces rencontres ont fait que j'ai apprécié des choses et après je vais chercher les compétences qui vont bien, et tes parents qui finalement sont quand même suivent ou ne disent pas non ou à minima, tu vois, sont plutôt dans ton sens, ou essaient de te pousser, essaient de te soutenir. J'ai l'impression que tu vois que tu es capable d'avoir ce laisser aller, ce soutien qui te permet d'aller jusqu'au bout de tes alors j'ai un soutien sans faille, ça c'est une certitude, et je pense que c'est hyper important dans les projets que tu veux monter, d'avoir ta famille ou tes amis, moi j'avais vraiment les deux. Il y a personne qui m'a les gens étaient un peu surpris, ça c'est sûr, et même moi je me disais vraiment je vais faire ça, c'est un peu étrange. Au début j'ai eu un petit temps, et surtout quand je suis arrivée en cuisine, alors là c'était un milieu qui était tellement différent, on reviendra un peu, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? À plusieurs reprises, ça c'est sûr. Mais pas au point de me dire vraiment qu'est-ce que je fais là, j'ai merdé à un moment ou quoi.
Je me disais juste, c'est vrai qu'en moi, j'ai cette capacité où quand je prends des choix, j'arrive à les prendre assez rapidement. Je pense aussi que je m'étais dit, la cuisine, la gastronomie, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et c'est vers là que je veux aller. C'est ça aussi qui m'a décidé à le faire. Du coup, tu te lances. Du coup, je me lance en cuisine. Donc, milieu très, 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 très différent, plus que ce que j'imaginais. C'est vrai qu'à HEC, tu rencontres des profils un petit peu similaires au tien, on va dire, de milieux assez similaires aussi au tien. Et là, en cuisine, le choc. Et là, donc, que des Québécois, milieu très, très différent du mien. Et quasiment la seule fille. Et il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. Je pense que dans ma classe, on était 2 filles. Plus jeunes? Ils étaient un petit peu plus jeunes que moi, en plus. Alors, oui et non. Il y avait aussi plus vieux. Enfin, en cuisine, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des réorientations. Et du coup, ils sont un petit peu plus âgés. Il y en a, ils arrivent directement beaucoup plus jeunes. Du coup, il y en avait, ils avaient 17 ans. Il y en avait d'autres, ils avaient 34 ans. Donc, mais bon, souvent un petit peu plus jeunes quand même. Donc là, c'était à moi de m'adapter un petit peu à eux, à ce milieu-là. Bon, là, au début, je fais pas trop la maline. Hein. Je fais peut-être 2-3 mois de découpe de légumes très précise. Bon, au début, c'est vrai que c'était un peu complexe. Je crois que c'était même 1 an et demi. C'est 1 an et demi le programme. Et là, par contre, je devais faire des stages en cuisine. Et je me dis, je vais faire des stages. Si je suis là, dans ce milieu-là, je vais pas aller à la pizzeria du coin. Et grâce encore au réseau, en fait, mon père a un ami à lui, connaissait un chef qui s'appelle Jean Sulpice à Annecy. Grâce à ces connaissances-là, j'arrive à rentrer dans ce resto gastro qui a 2 étoiles et je fais mon stage là-bas. Au début, je me dis, mais je vais arriver, mais ça va être... je vais me prendre, mais je vais me ramasser, ça va être un calvaire. Donc, un peu stressée. Tu rentres à quel poste? Et là, donc, je rentre et tu ne sais pas vraiment. Je pense que eux aussi ne savent pas. Ils vont t'analyser, ils vont voir ce que tu donnes, comment tu arrives déjà. Est-ce que tu arrives habillée en cuisine ou pas? Donc là, j'arrive, ça se passe bien. Et au début, ils me mettent quand même en pâtisserie, quoi. Bon, alors moi, j'avais fait un cursus plutôt salé. Mais moi, ce que j'adorais, c'était la pâtisserie. Donc, aucun problème, je fais 3 semaines là. Et après, ils me sortent de là, ils me font faire le garde-manger. Et en fait, c'est des milieux très compliqués. Il manque un peu de personnel dans ces domaines-là. Et ça demande, en fait, un étoilé, énormément de personnel. Donc, j'arrive à prendre ma place carrément. J'arrive à avoir même un petit poste. Si je viens pas, presque, tu sens que tu peux mettre les autres dans la merde. Donc, j'arrive à prendre mon petit poste. J'apprends énormément. Et puis, ça se passe super bien, finalement. J'ai de la chance. Tout se passe très bien, honnêtement. Jusqu'au moment où en fait, j'ai des gros problèmes de dos qui arrivent assez tôt, même à HEC. Mais bon, et je te la fais courte, en fait, des énormes problèmes. Je finis mon stage quand même, je le valide. Et en fait, 2 jours après, je me fais opérer d'une hernie discale avec une sciatique à la jambe. Mais vraiment 2 jours après. Et en fait, là, je me dis très clairement, je n'ai pas la capacité physique de le faire parce que j'ai ce problème-là au dos. Et du coup, c'est là qu'HEC m'a servi aussi. Et c'est là que, en fait, ce double cursus, on va dire, a été bénéfique. Enfin, même si je m'étais jamais dit qu'HEC, ça me servirait à rien. Au contraire, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas devenir chef cuisinière. C'était pas ça le but non plus de base. Moi, je sais très bien cuisiner maintenant, mais du coup, on va revenir sur peut-être plutôt du marketing ou quelque chose qui sera un peu moins physique, justement, à cause de ce problème-là que j'ai. Et donc, je travaille un petit peu à Montréal. Je repars en marketing. C'est vrai alors au Canada, vous avez une possibilité de se réorienter professionnellement, peut-être plus qu'en France, je dirais. Moi, donc là, en même pas 2-3 semaines, j'arrive à trouver un emploi en marketing, alors que j'ai jamais fait ça. Donc, je fais du SEO et je me perfectionne un peu dans ça rapidement parce qu'après, j'ai des problèmes de papier pour rester à Montréal. Déjà, c'est le fait que tu aies une hernie discale et que tu te sois opéré juste après ton stage en cuisine. Ouais. Dans ton discours, tu as l'air d'être resté hyper positive par rapport à juste, c'est un fait de vie, il va falloir que je l'encaisse et que je fasse la prescription. Oui, malheureusement, il va t'arriver plein de trucs dans la vie. Alors là, je te le dis ça hyper positivement. Il y a des jours où, en fait, ça me fait chier.
Et je me dis, j'ai pas de chance, pourquoi j'ai ça? Ça me bloque, ça. Et c'est vrai, c'est une réalité, ça me bloque dans énormément de choses que je fais aujourd'hui. Mais je me dis, bon, bah, de toute façon, il y a pire déjà aussi. Puis c'est pas grave, il va falloir que je vive avec de toutes les manières parce que je vais jamais pouvoir l'enlever. Je vais devoir vivre avec toute ma vie. Ça, c'est une certitude. Donc, je me dis, bon, bah voilà, comme n'importe quel problème de santé, faut continuer à vivre avec parce que de toute manière, je peux pas rien faire. Donc, Tu as décidé de repartir à Montréal, quoi qu'il? bah, en fait, mon stage, c'était vraiment juste une petite parenthèse. Après, il fallait que je retourne à Montréal pour quand même finir un petit peu mon cursus. Je crois il me restait 1 mois ou 2. Donc, j'étais déjà à Montréal. Et puis, la vie est quand même assez agréable là-bas. Très bonne qualité de vie pro, perso. Que je me dis, bon, en plus, quitte à avoir fait HEC Montréal, à être un peu resté sur place, on n'a qu'à essayer de voir un petit peu de travailler un peu à Montréal pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai un petit peu travaillé là-bas. Après, voilà, j'ai eu des problèmes de papier que j'ai réussi à résoudre. Mais je suis rentrée en France quand même. En février 2020. 1 mois avant le confinement. Cette période-là, Voilà. elle a marqué beaucoup d'histoires sur le podcast. J'imagine. Il y a pas mal de gens qui à ce moment-là, se sont posés des questions ou des tours énervés. Et du coup, c'est intéressant de voir comment ça t'a impacté toi. Du coup, février 2020, tu rentres, il se passe quoi? Eh ben, je pense qu'aussi, j'ai quand même eu de la chance à chaque étape de mon parcours. Alors, est-ce que c'est une chance que j'ai ou tu provoques la chance, je sais pas, mais en tout cas, je rentre en février 2020 et moi, je le vois vraiment comme une chance d'avoir pu faire le confinement en France parce qu'au Canada, les restrictions étaient vraiment très, très, très compliquées et ont duré encore plus longtemps qu'en France. Donc, ils ont été très sévères. Et puis, bah, quand il n'y a pas ta famille là-bas, c'est un peu complexe. Donc, moi, j'ai été tellement heureuse de pouvoir être en France. Et bon, le confinement, moi, je l'ai hyper bien vécu. Tu l'as vécu à Annecy, du coup? Du coup, je suis rentrée à Annecy. Bah, j'étais à Paris, je cherchais du travail. Je m'étais dit, bon, je vais pas rester à Annecy. De toute façon, le travail à Annecy, on a un peu moins. Donc, je vais devoir être à Paris. Bon, malheureusement, j'avais trouvé mon appartement à Paris. Donc, je payais ce loyer-là, ce qui était pas incroyable. Et puis, bah, à l'époque, moi, je revenais du Canada, donc pas de chômage, ça, c'est sûr. Donc, je gagnais vraiment rien. J'avais un petit peu de côté, puis bon, je me suis dit, je vais rentrer chez mes parents. J'étais, je sais plus, c'était il y a 5 ans maintenant. J'étais un peu plus jeune, mais et puis, bah, je l'ai super bien vécu. Honnêtement, j'ai adoré le confinement. Je sais pas si tout le monde peut dire ça, mais ça me permettait de retrouver aussi ma famille, d'être, il y avait que mes parents. Et donc, j'étais avec mes parents, on était là, on faisait notre petite vie. Moi, je cuisinais du coup énormément. J'ai beaucoup, beaucoup cuisiné. J'ai monté ma petite chaîne sur Instagram qui s'appelle Tested by Colette de bouffe. Donc, je cuisinais, je faisais des photos. Moi, après, avec ma mère, on faisait énormément. J'essayais de me former sur plein de sujets différents. J'avais des problèmes un peu d'orthographe, donc je faisais des dictées avec ma mère. On faisait plein de choses. Je faisais pas rien, donc je me levais pas à midi. Genre, au contraire, je me levais à 8 heures. Je me couchais tôt. J'avais une bonne hygiène de vie. J'ai fait énormément de sport aussi parce que j'étais à Annecy. Je faisais beaucoup de sport. Enfin, donc j'ai fait beaucoup de choses. C'était très sympa. Moi, j'ai adoré ce confinement. Et puis, à un moment, je me suis dit, ça sert à rien que je cherche du travail pendant cette période-là. Donc, je vais me laisser vivre et essayer de faire plein de choses qui me tentaient depuis des années que j'avais peut-être pas fait. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, ok, ça va, la vie va reprendre. Et donc, en septembre, il faut que je retrouve du travail. Donc, je me laisse vivre un petit peu cette période-là. Et je pense que c'est en juillet, je me dis, ok, bon là, recherche de travail maintenant. Et je me dis, qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai une différence comparée à d'autres personnes? Et je me dis, bah, moi, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai fait une école de cuisine. Et c'est un milieu qui me plaît, c'est la restauration. Mais aujourd'hui, je peux pas travailler en restauration à cause de mon dos. Donc, il faut que je trouve un peu un milieu entre le marketing et la bouffe. Un peu, donc marketing digital, bouffe. Je me dis, il faut que je trouve quelque chose là-dedans. Donc, je cherche toutes les possibilités et je tombe sur une boîte qui s'appelle Chef Club. Et bref, je passe plusieurs entretiens. C'est assez compliqué tout ça, mais j'intègre cette entreprise. Donc, je commence à travailler avec eux en septembre. C'est quoi Chef Club? Alors, Chef Club, c'est ils créent du contenu food sur les réseaux sociaux. Donc ça, ils ont commencé comme ça pendant le confinement, avant le confinement.
je pense peut-être 1 an ou 2 avant le confinement. Donc, c'est 3 frères qui montent cette entreprise-là. Ils commencent à poster une recette de cuisine. Je pense que c'était sur Facebook. Et puis, ça marche super bien. Et ben, pendant le confinement, bien sûr, ça explose. Moi, j'arrive en septembre. Et mon travail exact, c'était de créer du contenu. Donc, je devais trouver des recettes de cuisine. Et eux, ils font des recettes de cuisine. Je pense que tout le monde en a entendu parler ou a déjà vu des recettes de cuisine à Chef Club. Et fallait toujours trouver un peu un twist assez original à la recette, en fait. Et après, maintenant, donc ils font toujours des recettes de cuisine sur les réseaux sociaux, mais ils font aussi plein d'autres choses. Ils se sont diversifiés, bien sûr. Ils existent toujours et c'est donc pas très loin d'ici. Donc c'est là où j'ai travaillé à République. Et donc je reste avec eux au moins 3 ans, je pense. D'accord. Et voilà. Une question par rapport à ton bilan de compétences que tu es en train de faire maintenant. Oui. Est-ce qu'à l'époque, tu fais déjà un bilan de compétences? Non. Pourquoi est-ce que tu le fais maintenant et pas à l'époque? Alors qu'à l'époque, tu étais aussi en train de te chercher après le confinement. En fait, c'est très simple. J'ai jamais pensé à faire un bilan de compétences. Je n'en avais jamais entendu parler. Jamais. Et c'est une amie à ma mère qui lui dit que là, par exemple cet été, je quitte ma future boîte. Enfin, on parlera un petit peu après. Et elle lui dit, ah, bah, ta fille, elle devrait faire un bilan de compétences. Donc ma mère me dit, tu devrais faire un bilan de compétences. Je me dis, c'est quoi un bilan de compétences? Donc là, tac, tac, bilan de compétences, je recherche le meilleur sur Annecy. Je me renseigne un petit peu sur ça et je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Mais j'en entends jamais parler avant. Donc, impossible de se dire à ce moment-là, j'ai qu'à faire un bilan de compétences parce que aucune idée que ça existe. Je me dis même pas, tiens, j'ai qu'à aller voir quelqu'un pour me renseigner sur les métiers. Mais pas du tout. En fait, on se dit pas trop ça. Et même si, à l'époque, je me dis quand même, il faut que je cherche du boulot. Et alors moi, je touche pas le chômage, mais il y a, à l'époque, c'était Pôle emploi. Et puis, il y a un autre organisme aussi qui, par contre, t'aide à te montrer comment faire des entretiens d'embauche, tout ça. Ça s'appelle l'APEC, peut-être. Ouais, exactement. Et donc, je me mets un peu sur ces plateformes-là, d'ailleurs. C'était très intéressant, j'ai beaucoup appris. Je pense que si j'ai eu mon entretien derrière à Chef Club et que j'ai réussi, parce que j'en avais fait d'autres, c'est grâce à ces plateformes-là. Mais voilà, c'était vraiment, fallait aller le chercher, les informations, quoi. J'avais du temps, donc j'ai eu un peu fouillé dans ces informations-là. Mais sinon, t'en entends pas trop parler. Enfin, personne t'en parle vraiment en soi. 13 ans. T'es un peu seul dans ton... Je pense que n'importe quelle personne qui recherche du travail, c'est une période qui est compliquée en plus de rechercher du travail parce que faut avoir vraiment confiance en soi. Et puis à l'époque, j'ai toujours eu confiance en moi, donc mais tu te prends pas mal de refus, donc il faut garder cette confiance en toi. Et puis t'envoies énormément de candidatures, t'as très peu de réponses, même si elles sont négatives, il y a personne qui te répond du tout déjà. Et donc c'est vrai que tu peux vite commencer à plonger dans un peu une spirale, puis t'es un peu seul dans tes démarches, on va dire. Par chance, je trouve cette entreprise-là assez rapidement, on va dire, quand même. Je pense que 2 mois, ils me prennent. Hein. Donc, je rentre en création de contenu. Ce qui est intéressant, boîte aussi. Ce qui est intéressant, c'est aussi que le fait d'avoir eu tous ces side projects pendant le confinement, le fait d'avoir créé ton contenu, d'avoir lancé ta page, j'imagine que ça a joué dans ta candidature pour Exactement. quelque chose qui faisait pas la même chose, mais qui avait le même concept. Vraiment, ça m'a aidé. Et puis, c'est encore une fois, on revient à comment toi, tu vas te différencier, en fait. Faut pas se voir ça en mode, oh, ben, moi, j'ai aucune passion, j'ai rien. Moi, j'avais cette passion de la nourriture, donc c'était un peu naturel, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont se dire, bah, moi, j'ai pas forcément un truc prédominant en moi, mais c'est peut-être pas forcément une passion ou quoi, ça peut même être une compétence. Moi, je suis meilleure en ça, et encore faut-il avoir eu plusieurs expériences qui t'ont permis de voir quelles sont, toi, tes compétences, en fait. Mais voilà, moi, je me disais, bon, marketing, digital, j'avais fait une école de commerce, la bouffe, allez, hop, on met tout ça au début, ben, je pense aussi qu'il faut le voir un peu quand tu cherches un emploi
Il faut se dire, qu'est-ce que ça va aussi m'apporter? Enfin, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter, bien sûr, et pourquoi moi, je serais plus compétente que quelqu'un d'autre dans ce domaine-là, mais aussi, toi, qu'est-ce que ça va t'apporter de faire ça, de faire ce choix-là, de partir dans une direction? Et moi, je l'ai toujours vu comme ça, c'est cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Et je me suis dit, alors, bon, je vais sur Paris. Si la gastronomie, c'est quand même, c'est la capitale de la gastronomie, donc déjà, je serai à Paris. En plus de ça, c'est une boîte qui est dans les 2 domaines que je voulais choisir. Bon, ils veulent bien m'embaucher alors que c'est ma première expérience, c'est déjà pas mal. Au début, je me dis, et puis ils font, je pense, la marque food qui fait le plus de vues sur les réseaux. Donc, Chef Club font des millions de vues sur les réseaux. Donc, c'est pas un influenceur food, on va dire. C'est vraiment une boîte. À un moment, quand je suis rentrée, on était 50. Déjà, personne n'a travaillé vraiment dans cette entreprise-là. Ils se rémunéraient comment, eux? Grâce aux réseaux sociaux, déjà. Et ensuite, ils ont diversifié leur offre. Ils ont vendu ils vendent des livres pour, ce que je trouve super. Ils se sont mis un peu sur le créneau de la famille, des enfants. Il y a un univers aussi. Cette marque, elle a un univers. Il y a des petits personnages. Mais dès le début, ils ont créé leurs petits personnages. Et en fait, ils font des livres autour de ça aussi. Donc, ils font des cups, ils ont fait des couteaux. Enfin, ils se diversifient vachement sur leur offre. Ils vendent, bien sûr, tous ces ustensiles. Ensuite, ils sont partis, pendant que moi, j'y étais. Ils ont commencé à se dire, maintenant, en fait, on n'est plus un petit influenceur food. En fait, on est quasiment une maison de production. En fait, on produit du contenu food. C'est devenu une agence. C'est quasiment devenu, bien sûr, une agence. Et ils se sont dit, on va aller appeler quasiment des maisons de production pour vendre notre contenu food. Et à la fin, donc moi, je rentre, il y a 50 personnes qui travaillent dans cette entreprise-là. Le confinement a bien sûr beaucoup aidé, je pense, cette entreprise-là à grossir. Et puis, 2 ans et demi après, même pas, très rapidement, même après que j'arrive, ils prennent 1 local, 2 locaux. Donc, à la fin, il y a 3 locaux. On est 150 personnes. Ils montent plein d'équipes. Ça se développe très, très rapidement. Et c'est super parce que les projets aussi se développent très rapidement. Donc, au début, je fais des simples recettes food, et à la fin, il me laisse l'opportunité de monter un petit peu plusieurs épisodes. En fait, on devait cuisiner dans la nature. C'était un projet qui s'appelait Far From the Kitchen. Je dis ça m'intéresse. Donc, je crée du contenu avec une petite équipe. On part loin de Paris faire des recettes de cuisine, mais dans la forêt, en fait. Ça, j'en ai vu plein de vidéos comme ça. Exactement. Il y a eu ça a super bien marché. Donc, on essayait toujours d'avoir cette touche un peu Chef Club, un petit peu originale. Et donc, à la fin, on fait ce projet-là sur une semaine dans une maison à 1 heure, 2 heures de Paris. Et puis, c'est super. À la fin, on fait du contenu. Et puis, même maintenant, ils font du contenu super. Enfin, honnêtement, moi, il y en a pas mal qui me disent, ah oui, ils sont restés un peu dans cette image-là de Chef Club qui mettait 3 robes au fond, 3 pâtes feuilletées. Mais en fait, pas du tout. C'était à la fin, c'est devenu beaucoup plus complexe que juste ça. Et au contraire, c'était super. Moi, ça m'a permis justement à ce moment-là de me dire, en fait, je suis créative. J'arrive super bien à trouver des idées créatives. J'arrive à vraiment développer ma créativité qu'au final, j'avais un peu mis de côté. Mis de côté complètement, quoi. Enfin, ou ce que je pensais, en tout cas. Intéressant. Voilà. Donc, tu fais 3 ans chez Club. Je fais 3 ans il me semble 3 ans, peut-être un petit peu moins, 2 ans et demi, 3 ans, je pense. Et à un moment, j'ai fait le tour. J'ai vu plein de projets. Alors, au début, je créais juste des contenus food, et à la fin, je gère le planning de production. Je fais plein de choses très différentes, et c'est super. J'ai acquis énormément de compétences, et franchement, ouais. Moi, j'adore. Je resterai une fan de Chef Club. Franchement, j'ai adoré mon expérience là-bas. Et au bout d'un moment, je me dis, j'ai un peu la bougeotte, ça, c'est vrai. Bon, si on allait voir un peu ailleurs, si je pouvais faire autre chose. J'en parle un peu autour de moi. Et puis, j'avais un peu envie de bouger à ce moment-là de Paris quand même. Pourquoi bouger de Paris? C'est magnifique, Paris. Alors, moi, j'adore Paris. Non, mais alors, en plus, moi, je suis vraiment... j'adore Paris. Je suis une fan de Paris. J'ai adoré vivre là. Et après, j'ai bien vécu aussi, on va dire. Je pense que tu peux bien vivre et mal vivre à Paris. J'adore Paris. Je suis fan, mais je sais pas,
comme je viens d'Annecy, j'allais souvent l'hiver, je devais quand même rentrer pour aller skier parce que de base, comme je l'ai dit au début, mon père était moniteur de ski. On habitait à Val Thorens, donc déjà dans les stations de ski. Et puis à un moment, je sais pas par quelle folie, je me dis pourquoi pas aller en station de ski parce qu'en fait, j'ai toujours eu envie de monter ma boîte. Ça a toujours été tout le temps dans ma tête. Ça, tout le temps. Et même mes patrons à Chef Club, je leur en parlais. Ils le savaient. J'ai toujours eu envie de monter ma boîte. Pourquoi ? Je pense que toute ma famille sont à leur compte. Mais tout le monde. De mon grand-père du côté de mon père. Ma tante, mon oncle, tout le monde est à leur compte. Donc, j'ai toujours vu ça et je sais pas pourquoi, je sais pas comment expliquer, mais je me suis toujours dit, je veux un jour être à mon compte. Même si ça a beaucoup de désavantages. Et je l'ai toujours, voilà. Mon père, un jour, il m'a dit au téléphone, et ça m'est resté marqué quand Chef Club, j'ai accepté le poste, il m'a dit, de toute façon, tu seras jamais heureuse tant que tu n'auras pas monté ta boîte. C'est un truc qui m'est resté bloqué en moi. Alors, je pense que lui, il s'en rappelle même plus qu'il ait dit un truc pareil. Mais en tout cas, moi, je m'en rappelle très bien. Et puis, à ce moment-là, je me dis, bon, à Paris, c'est un peu compliqué. Je vais pas monter une boîte ici. Enfin, je sais pas, je le sens pas. En tout cas, en moi, je me dis, je vais pas monter une boîte ici, c'est sûr. Et puis, mon père, donc, rappelle son ami qui m'avait permis d'aller faire mon stage chez Jean Supplice. Et il lui dit, ma femme, elle a besoin d'une assistante à Val d'Isère. Donc, moi, je suis jamais allée à Val d'Isère. J'avais démissionné déjà de Chef Club à ce moment-là. Donc, je cherchais quand même activement quelque chose, on va dire. Je leur avais déjà dit que je partais, même si j'avais rien trouvé d'ailleurs. C'était un peu... je sais pas si c'était bête ou pas. J'avais quand même 3 mois de préavis, donc ça te laisse quand même le temps de trouver. Et puis, ça va très vite. Je rencontre cette dame-là. Et puis, alors elle se dit, un peu le boulet que je vais devoir prendre parce que... je connais son père, un petit peu. Je pense qu'elle le voit comme ça au départ et finalement, en une semaine, j'accepte de devenir son assistante et de bouger à Val d'Isère. Donc j'avais mon appartement à Paris. À l'époque, je ne bouge pas seule en plus. Donc tu poses ton préavis à Paris. Voilà. Et tu pars. Et là, je dois partir très vite. Ça se fait. Moi, je lui dis, par contre, je suis OK, mais j'ai 3 mois, donc je peux être là qu'en novembre. Elle me dit, OK, pas de souci. Moi, je finis chez Chef Club, du coup. Et il me reste une semaine pour bouger à Val d'Isère. Bon, j'ai quand même le temps de trouver un appartement à Val d'Isère. C'est très, 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 très compliqué de trouver un appartement à Val d'Isère. Bon, finalement, j'arrive à me débrouiller, tout ça. Je bouge mes affaires. Bon, j'avais quand même l'habitude de déménager, donc bon, ça allait. Et donc, une semaine après, je me retrouve à Val d'Isère. Je suis jamais allée dans cette station de ski. Où une fois, il y a très, très longtemps, je me rappelle même pas à quoi ça ressemble. Et là, j'arrive et je me dis, on y va. De toute façon, c'est pour 5 mois. C'était un CDD. La station, c'est toujours le même problème. La station ferme en mai. Sur la saison. Sur la saison. Donc, je me dis, au pire, ça dure 5 mois. Cette dame, elle faisait quoi ? Alors, je sais pas si j'ai trop le droit d'en parler, mais... Tu dis ce que tu... Ouais, ce que je peux dire, parce que je pense, je sais pas si elle a forcément envie, mais ils ont... donc, ces personnes-là, quand même, ont fondé un très grand groupe dans la restauration d'altitude, très festif, donc sur les pistes de ski, et sont les fondateurs de cette enseigne-là qui a maintenant été montée en 1969. Et donc, ce couple-là sont les fondateurs de Val d'Isère, de cette boîte-là. Donc, pas non plus n'importe quel poste, c'est une chance énorme. Et encore une fois, je le redis, là, j'ai juste eu de la chance que mon père connaisse cette personne-là. Sinon, bien sûr, j'aurais pas eu ce poste-là parce qu'en plus, c'était même pas mon métier de base. Après, voilà, je me dis, moi, j'étais dans la restauration quand même. Donc, je me dis, j'ai quand même 2-3 compétences, on va dire. À Chef Club, j'aidais un petit peu les nouvelles arrivées. Donc, je me dis, j'ai un peu... je suis pas manager, mais voilà, je me dis, je pourrais me débrouiller quand même. J'ai quand même confiance en moi, encore une fois. Je me dis, allons-y, quoi. Quand elle te recrute sur le poste d'assistante, elle te recrute pour quoi comme mission ? Exactement. Alors, elle me dit, tu vas être mon assistante. Mais elle m'en dit pas vraiment plus, quoi. Je pense que même elle aussi, au fond, elle se dit, on va voir ce que je vais pouvoir lui trouver à faire avec les compétences qu'elle va m'amener.
on verra bien, quoi. Même elle se dit, on verra bien, je pense. Et au début, je pense qu'elle est quand même contente d'avoir quelqu'un et puis on s'entend bien. Et surtout, je pense que ce qui est important à ce moment-là, c'est qu'elle se dit, j'ai confiance en elle quand même. Parce que même moi, je la connaissais aussi. On se connaissait quand même. J'étais même partie pendant le confinement, quand ça avait un petit peu rouvert, en vacances avec ces gens-là. Donc, ils me connaissaient, ils m'avaient vu, ils disaient, bon, on sait comment elle est, plus ou moins, dans la vie. Donc, j'imagine qu'ils se disaient que ça leur suffisait. Souvent, quand tu vas recruter, tu recrutes aussi un système de valeurs. Voilà. Je pense que c'est ça aussi qu'ils se sont dit, OK, bon, on l'a vu. Quand on l'a placée chez Jean Sulpice à ce moment-là, ça s'est bien passé aussi. Voilà, c'est aussi, je pense que par contre, ça, c'est très important. Je pense que chaque chose que tu fais avant peut avoir un impact sur tes choix futurs, même ce que tu vas faire après. Et donc, c'est très important de laisser une marque positive. Et là, ça m'a vraiment servi parce qu'ils se sont dit, bon, bah, chez Jean Sulpice, elle a quand même tenu, elle a fait son stage, ça s'est bien passé, j'ai pas de retour négatif. Voilà, ses parents les connaissent, donc elle se dit, de toutes les manières, je peux avoir confiance en elle. En tout cas, elle va pas me voler de l'argent. Ça, c'est sûr, parce que je vais avoir affaire à... Je vais voir peut-être ses chiffres d'affaires, je vais toucher de l'argent aussi à un certain point. Donc, elle se dit, je veux pouvoir lui faire confiance. Et je pense que ça, c'est important aussi que les gens ils puissent avoir confiance en toi, en tout cas en la personne que t'es. Et donc, je pars. Au début, c'était assez compliqué. J'avoue, t'as toujours, quand tu commences une nouvelle chose, bah, ça te fait vraiment sortir de ta zone de confort. J'ai la capacité de le faire parce que je l'ai fait plein de fois, mais c'est vrai que c'est dur. Enfin, honnêtement, je pense que chez chaque personne, c'est un peu compliqué. Mais bon, finalement, je travaille beaucoup quand même. Elle me met à l'épreuve, pas mal. Mais je tiens bon. J'essaye en tout cas, enfin, du mieux que je peux. Et finalement, la saison se passe, ça se passe bien. Et à la fin, elle me dit, bon, bah, je veux bien que tu reviennes l'année prochaine. Et voire même que tu fasses l'avant-saison. Et donc, l'année prochaine, donc, elle me laisse ces 3 mois-là. Bon, moi, bien sûr, je pars en vacances à ce moment-là. Super. Donc, voilà, je fais mes petites vacances. Et en mi-août, je repars avec ce même groupe-là jusqu'à donc mai de cette année. D'accord. Voilà. Mai 2024. Voilà, jusqu'à mai 2024. Et là, je fais l'avant-saison, qui est une période très intéressante, qui m'a permis de voir plein de choses, parce que quand t'es un peu la tête dans le guidon dans la saison, c'est juste que genre là, faut que tu y ailles. Mais l'avant-saison, ça te permet vraiment de réfléchir à comment tu veux mettre en place pas mal de choses un peu différentes pour améliorer la saison d'avant, par exemple. Et donc, je recrute du personnel aussi. Cette expérience-là m'amène énormément de compétences. Je touche à énormément de choses très, très, très différentes. Et moi, mon but a été de choisir cette expérience-là. Je me suis dit, peu importe si c'est un bon choix ou un mauvais choix, en tout cas, je pense que cette expérience-là va me faire acquérir des compétences. Et en tout cas, au pire, si j'acquéris, moi, pas forcément des compétences, j'aurais vu cette personne-là, comment elle gère son business-là, qui est un business énorme, qui est un business très connu. Et je vais la voir faire, en tout cas. Même si moi, je le fais pas et qu'elle n'a pas confiance pour que je le fasse, c'est pas grave. Moi, je la verrai, en tout cas, faire. Je verrai ses choix, je verrai ses décisions, je verrai comment elle va gérer vraiment ce business-là. Et son mari aussi qui est là. Et je suis vraiment au cœur avec eux. Et donc, en fait, j'acquéris énormément de compétences et je les vois faire et c'est super. Et je pense que même à Chef Club, j'étais assez proche aussi des fondateurs. Là, j'étais aussi proche des fondateurs et ça m'a permis de voir, peu importe si tu te dis que c'était des bonnes décisions qu'ils ont prises à ce moment-là, de toutes les manières, c'est eux qui décident à la fin. Mais tu vois en fait que chaque décision dans leur business ont un impact et tu vois comment ces gens-là réfléchissent. Que toi, c'est comme ça que tu aurais fait ou pas, peu importe. T'apprends énormément parce que tu les vois faire. Tu vois une façon de faire. C'est leur façon de faire. Peut-être qu'au futur, tu feras pas la même chose. Mais en tout cas, t'apprends. Enfin, moi, j'ai toujours choisi des petites entreprises pour pouvoir, moi, faire plus de choses. Après, tu moules un petit peu ton poste, ton image, quoi. Comparé à une grande entreprise où c'est peut-être plus compliqué. Moi, j'ai pu à chaque fois mouler avec mes compétences. À la fin, je faisais, en fait, les fiches recettes de cette entreprise-là. Parce que j'avais et puis c'est quelque chose qui me plaisait. Le recrutement, ben voilà, j'ai appris à le faire aussi. Et j'ai un peu moulé ce poste-là à ma façon, on va dire. C'était parce que c'était moi qui étais dedans. Quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle aurait fait peut-être plus de comptabilité, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, très belle expérience. Et je finis en mai de cette année. Voilà. Et c'est là où tu fais le pivot vers... Et c'est là où je fais le pivot. En fait, je me dis que Val d'Isère est une station qui a déjà commencé à évoluer
a très bien évolué, même a évolué à vitesse grand V et puis ça va continuer. C'est très agréable de vivre à Val d'Isère aussi. Faut pas se cacher, c'est une très belle station. Et je me dis, pourquoi pas rester là-bas? Pourquoi pas? Moi, ça me plaît en tout cas de vivre là-bas. Moi, mon copain aussi, il était là-bas que j'ai rencontré donc dans ce même groupe-là. Qu'on se dit, voilà, c'est une belle station. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et donc, on reste plus pour l'endroit cette fois. Et puis, je me dis, je pense que mon temps est fait dans ce groupe-là. Peut-être que c'était faux, peut-être que j'aurais pu rester encore un peu. Mais je pars en vacances. Je vais loin. Je pars plus loin cette fois. Je vais en Chine. J'avoue, je passe des bons moments cet été et tout. Et à un moment, je me dis, en fait, c'est peut-être le moment. Maintenant, vu que tu as cette idée-là honnêtement, depuis même à HEC, je l'avais déjà. Donc ça fait peut-être 10 ans que je me trimballe qu'un jour, je veux bien monter ma boîte. Tout le monde est au courant autour de moi que j'ai envie de faire ça, mais je le fais juste jamais. Mais en fait, je me dis pas que je le fais pas parce que il y a une raison spéciale. Je me dis juste que pour le moment, j'ai pas trop d'idées spécifiques. Et puis là, j'ai eu l'opportunité d'investir dans la station. Et puis moi, je voyais mes parents aussi, ils avaient ces appartements-là dans une autre station. Et donc, c'est là, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ça fait juste du sens de pouvoir juste gérer mon bien déjà. Et au début, d'en avoir ne serait-ce que 2 ou 3, pas plus, pour en fait monter ce business-là. Ça me vient en fait vraiment juste naturellement. Ouais, parce que voilà, c'est un peu un chemin que tu fais. Et aujourd'hui, je me dis juste, genre, est-ce que c'est un bon choix? Ça, je me pose la question quand même. Tu te demandes toujours à chaque fois pourquoi je fais ce choix-là et pas un autre, parce que tu peux partir dans tellement de directions. T'as tellement de possibilités, mais à un moment, je me dis, je fais ça. Et juste, ce que je me dis aussi, c'est que je me dis, si un jour, ça me plaît plus, ça se trouve, je vais rechanger. Je te dis ça, même si ça se trouve, la saison prochaine, je vais rechanger, je sais pas. Ou peut-être pas, au contraire. Mais je me dis que c'est une possibilité et je me dis pas que je me cloisonne dans quelque chose, en fait. Et ça, c'est important pour moi. Alors, peut-être pas pour d'autres personnes. Mais je me dis que là, aujourd'hui, je fais ça, mais peut-être que demain, je ferai autre chose. Tu fais la transition vers la phase 3, du coup, la phase plutôt, et demain, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, demain, j'imagine que tu dois grossir ta boîte et du moins travailler là-dessus. Alors, oui, clairement, pour le moment, je me dis que je vais essayer de grossir cette boîte-là, bien sûr. Mais je me dis aussi que peut-être pas. Et c'est ça qui est... Au début, je me disais, mais en fait... et si ça marche pas? Alors, tu te poses tellement de questions comme ça et je me dis, au final, et si ça marche pas, c'est pas grave, ça marchera pas. Si j'échoue, c'est pas grave. Au pire, j'aurais beaucoup appris, en fait. Et c'est à chaque fois quand j'ai peur et que je me dis, pourquoi je fais... J'aurais pu retourner dans ce même groupe-là. J'aurais pu refaire exactement la même saison. J'aurais sûrement acquis d'autres... j'aurais pu rester dans une stabilité. Là, c'est vrai que je me lance un peu encore dans un nouveau... Moi, je me dis, c'est pas grave. Au pire, si j'échoue, j'échoue. Il y a quoi J'aurais beaucoup appris, en tout cas. C'est ce que je me dis et je me suis toujours dit ça. En tout cas, ce qui est important, c'est d'apprendre et puis d'acquérir des nouvelles compétences. Mais le plus j'en acquéris, le mieux c'est, quoi. Je vais un peu creuser ce que je peux acquérir parce que je sais qu'un jour, ça va me servir ou pas. Mais en tout cas, je me dis que plus tu acquiers de compétences, plus ça va te servir au fur et à mesure, quoi. J'ai rencontré une dame du Québec quand j'étais en voyage et elle disait les compétences tu les acquiers et à un moment donné elles rentrent dans un espèce de cloud. Parfois tu sais pas trop pourquoi elles sont là et puis à un moment donné tout s'aligne. Exactement, et je pense qu'il y a des périodes de ta vie où peut-être ces compétences-là ne vont pas te servir. Peut-être que dans 20 ans, en fait, ça va revenir et elles vont te servir. Donc, je pense que moi, je m'estime encore très jeune. Moi, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie c'est peut-être une force ou une faiblesse aussi, parce que j'ai envie de tout faire. Je suis un peu là je suis assez curieuse, donc je me dis, et si je fais ça, et si je fais ça. Et c'est pour ça aussi que je me dis, il faut, si jamais c'est pas ma conciergerie et que ça marche pas ou que j'ai envie de partir quelque part, parce qu'il faut pas que je me retrouve, dans ma tête, en fait, comme j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai pas envie de me dire, ok, je vais être cloisonnée à ça, tu vois. Mais c'est genre moi, en me connaissant,
Je me dis, c'est pas grave, ça se trouve, je fais ça aujourd'hui. Bien sûr que j'ai envie de le développer et que ça grandisse, mais si jamais j'échoue ou qu'au final ça me plaît plus, je changerai. Comme j'ai fait en fait tout le temps. Et puis je pense que ça s'est toujours bien goupillé en fait. Je pense là, on verra bien. Hein. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais en tout cas là aujourd'hui, je suis contente de prendre ces choix-là et puis chaque jour je me dis, il y a des fois où même je me dis, est-ce que j'aurais pas mieux fait de repartir dans mon poste, ça se passait bien et que j'avais un certain confort, même financièrement. Puis après, je me dis genre, non, tu as bien fait, continue dans ton... C'est un peu, faut garder cette discipline-là aussi et faut dire à son cerveau, non, pars pas dans... Te dis pas ça, ça, c'est... Cache-le. Essaye, reste... Dis-toi que non, c'est pour les bonnes raisons et puis au pire, t'auras pas de regrets. En tout cas, vu que tu l'as fait, peut-être que t'échoueras, mais t'auras pas de regrets en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes dans cette phase 2 ou 3 et que tu aimerais partager là maintenant? Une dernière petite chose, c'est par exemple pendant mon bilan de compétences, moi c'est vrai que moi, j'essaye de travailler beaucoup sur ma conciergerie. Et comme j'ai aussi ma page Instagram, c'est une toute petite page, mais en fait je le fais parce que j'adore ça et vraiment c'est ma passion et que ça me développe cette créativité en fait. Et j'adore faire ça. Voilà, c'est simple, j'adore faire ça. La page food. Voilà, ma page food Instagram, j'adore. C'est juste, ça s'arrête là. Et en fait, à un moment, j'ai parlé à ma conseillère en fait, parce qu'on a une conseillère pour ce bilan de compétences et je disais, est-ce que je me suis pas mis, parce qu'en même temps, je me suis inscrite au triathlon que j'ai fait ce dimanche-là et en même temps, je fais aussi plein d'autres petits projets comme ça un peu créatifs et je dis, est-ce que je me mets pas trop de projets, même si j'ai quand même enlevé certains projets parce qu'à un moment, il faut que tu te concentres sur un objectif, mais je me suis gardé peut-être 2-3 projets un peu annexes pour moi. Et elle me dit non, en fait, au contraire, tu travailles sur ta conciergerie, tout ça, mais tes autres projets t'apportent quelque chose que peut-être ta conciergerie ne t'apporte pas, mais du coup, ça vient aussi t'apporter cette force où tu te dis, voilà, ton côté créatif grâce à ta page food te permet aussi d'avancer sur, par exemple, quand j'ai dû sortir un peu de ma zone de confort et aller appeler toutes les personnes que je connaissais et puis démarcher un peu tous ces clients-là, qui est quelque chose un peu moins inné chez moi. Et que j'essaye de développer, mais j'ai cette partie créative qui vient me ressourcer en fait. Et je me dis en fait tous les projets. Et c'est vrai qu'après je me suis rendu compte que c'était bien d'avoir plusieurs petits projets. Enfin je dis pas de monter 10 boîtes en même temps, mais d'avoir des petits projets qui viennent se faufiler en fait pour t'apporter autre chose. Et c'est ça, je pense que c'est bien de savoir aussi ce qui te fait un peu plaisir. Moi, voilà, le sport, j'en ai besoin et je me dis dans ma journée, genre, il faut que je fasse au moins ce sport-là. Parce que de toute façon, j'en ai besoin, quoi qu'il arrive. Donc, genre, c'est un truc en plus, mais ça va me prendre du temps en plus, bien sûr, dans ma semaine. Mais c'est important, en fait, pour le reste de tes projets. Voilà. Trop bien. T'as fait un triathlon S, M? M. Ouais. C'était où? Excellent, c'était à l'île d'Oléron. Ok. C'était super beau, c'était avec Chloé. Excellent. Et on a réussi. J'ai vu Chloé, j'ai vu l'Insta de Chloé, je me suis demandé si c'était S ou M. Ouais, on a fait un M. On manquait clairement d'entraînement. Mais on l'a fait. Puis on l'a pris. Faut pas se comparer aux autres. Hein. Il y avait des triathlètes, il y en a, ils étaient à leur 20e peut-être, ils sont arrivés le matin. Voilà, nous on était un peu toutes les deux. C'était notre premier à toutes les deux. Elle en avait fait un autre style, mais et c'était super honnêtement. On l'a toutes les deux fini. Trop bien. Effectivement, on a toutes les deux fini. Donc non, c'était super. Voilà. Ok. Trop bien. Écoute Léa, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi. Merci de m'avoir écouté. Je parle beaucoup. Non, c'est encore une fois, à chaque fois, j'essaie de moi me tenir pour pas poser trop de questions. Il y a des trucs sur lesquels on aurait pu creuser davantage. Le but avec ce podcast, c'est que les gens aussi puissent choisir ce sur quoi ils veulent t'écouter, ce sur quoi ils veulent creuser. Peut-être que c'est plutôt ta conciergerie actuellement, peut-être que ce sera plutôt l'expérience que tu as eue chez Chef Club. Et je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je peux valoriser ce que tu dis, fonction de ce que les gens vont pouvoir vouloir consommer en face. Peut-être que je pourrais trop parler aussi de comment est-ce que tu valorises du contenu aussi à l'époque. Mais voilà un peu ce que j'ai en tête. Ouais, ok. Simplement. Trop cool. Ouais.
Merci Léa. Merci. À plus. Ciao. Hop.